Au moins, ça a comme un peu clarifié cette question, puis ça a résolu le problème avec la nouvelle, avec le changement qui a été fait à la Charte québécoise. Maintenant, on peut le dire que les personnes non-binaires, on sait que c'est des personnes qui sont protégées contre la discrimination, donc les personnes non-binaires, les personnes qui sont ni hommes ni femmes. Et ça a quand même plusieurs implications pour le système de santé parce que le système de santé est organisé vraiment par rapport à la binarité. En médecine, la discrimination, c'est vraiment un gros problème. Dans les statistiques des États-Unis, on voit que 55% des personnes trans ont évité d'aller voir des médecins pour des soins préventifs par peur de discrimination ou de harcèlement. Et 60% ont déjà eu un refus de la part d'un médecin de les traiter parce qu'ils sont trans. Donc, c'est vraiment grave. Et on pourrait penser que c'est bien mieux au Canada, mais dans l'étude ontarienne Transpulse qui a été faite en 2010, 52% des personnes trans ont rapporté soit s'être fait refuser de donner le traitement ou avoir vécu une terminologie d'immigrante en soins d'urgence. Donc, même pas des soins préventifs, on parle de soins d'urgence. Donc, la situation est assez grave au Canada. Et ça peut être un problème, surtout quand tu as un besoin plus grand d'accéder aux soins de santé chez les personnes trans, souvent parce que tu as des désirs de transition médicale. Par exemple, prendre des hormones, avoir des chirurgies de quelconque sorte de chirurgie, quand même plusieurs chirurgies pour les personnes trans. Puis, on s'entend que on parle de soins de transition, on parle de comme 80 à 96% des cas, ça va vraiment aider beaucoup à la situation au niveau de la santé mentale pour les personnes trans, puis les taux de regret sont en bas de 2%, ce qui est comme vraiment bas en système de la santé, là. On s'entend que l'habitude pour tout ce qui est traitement, c'est des taux de regret bien plus hauts que ça. Mais malgré le fait que ça soit tellement clair à quel point ça aide, il y a beaucoup de discrimination qui se passe dans les soins de santé, puis il y a beaucoup de docteurs qui sont amplement compétents, qui connaissent très bien les médicaments à prescrire et tout ça, et qui seraient donc amplement capables de faire le suivi puis faire la prescription, par exemple, d'hormones, qui vont juste refuser parce qu'ils ne sont pas confortables avec ça, puis souvent avec un arrière-plan de comme pathologisation où vont dire « Ah, mais c'est une maladie mentale, donc je ne veux pas trop toucher à ça », malgré le fait que ça a été reconnu par le DSM de façon imparfaite, mais quand même reconnu par le DSM que ce n'est pas une maladie mentale être trans. Mais malgré le fait que le DSM fait comme « oui, c'est pas une maladie mentale », puis tous les grands experts en la matière disent aussi « c'est pas une maladie mentale », il y a encore beaucoup de problèmes dans la pratique médicale où les médecins vont croire que c'est une maladie mentale et donc pas être confortables avec ça. Ils vont souvent comme rejeter les personnes trans. En anglais, on parle du Trans Broken Arm Syndrome. Donc, c'est l'idée que les médecins veulent tellement pas traiter les personnes trans qui vont répondre à un bras cassé en disant « Ah, mais j'ai pas d'expertise là-dedans, c'est par rapport à ton identité de genre. » Outre juste ce niveau d'accès-là aux soins de santé, comme au niveau du rejet, il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent dans le fait que les gens vont éviter les soins, vont éviter le système de santé. Déjà, les noms et les marqueurs de genre dans les dossiers, c'est un gros problème.
tu t'en vas au médecin, puis tu n'as pas fait ton changement de nom puis marqueur de genre légal, tu es dans la salle d'attente, puis là, il t'appelle avec le mauvais nom. Ou c'est comme Monsieur Paris. C'est comme, what? Donc, c'est vraiment... c'est vraiment inconfortable, là. Puis des fois, tu te sens mal, puis tu veux pas non plus... ça donne pas le goût de revenir. Donc, ça peut être un gros problème, malgré le fait qu'il y a une obligation de faire ces changements-là dans les dossiers, puis d'utiliser le nom que la personne utilise, ainsi que respecter les pronoms ou accords que la personne utilise. Et ça, c'est une obligation légale justement de la charte, mais malgré ça, c'est souvent pas fait. Puis là, c'est sûr que ça ne veut pas dire qu'on va aller poursuivre les gens pour avoir, les gens qui n'ont pas fait exprès, puis des accidents, ça arrive. Ce que le droit demande, c'est quand même, c'est d'au moins pas le faire intentionnellement, puis de faire quand même un minimum d'efforts, donc faire des efforts raisonnables pour bien respecter le nom puis et le genre de la personne. Donc, c'est vraiment juste, c'est un minimum, là, c'est comme, come on, fais des efforts. C'est un droit qui est très important parce que les changements de nom puis marqueur de genre peuvent être très difficiles pour plusieurs personnes. Déjà, au Québec, c'est vraiment comme la honte complète du Québec, puis je ne sais pas pourquoi ils n'ont rien fait par rapport à ça encore, mais les personnes migrantes, donc les personnes qui n'ont pas la citoyenneté, ne peuvent pas changer leur nom et marqueur de genre légalement. Ça fait longtemps que le gouvernement le sait. On leur a rappelé plusieurs fois, puis ils ne foutent rien. Fait que s'il y a des gens qui ont comme une personal line to Stéphanie Vallée, faire un petit appel. Là. Donc, ça devient particulièrement important de respecter cette obligation légale-là de faire les changements puis de respecter le genre tant de façon orale que dans les dossiers, dans la mesure où tu as une grande catégorie de personnes qui ont déjà des facteurs de vulnérabilité plus grands que la moyenne des personnes trans et qui, en plus, n'auront pas la capacité de faire leur changement sur leur dossier pour 7-10 ans. Et ça, c'est si ça se passe bien, parce qu'il y a toutes plein de raisons qu'ils peuvent faire et ça peut être difficile, très difficile d'obtenir la citoyenneté, notamment tout ce qui est criminalisation lié au travail du sexe, à la drogue et la non-divulgation du VIH. Un autre problème, c'est aussi par rapport aux personnes non-binaires, donc et particulièrement les personnes non-binaires qui qui veulent avoir un marqueur de genre autre que hommes et femmes dans les documents et qui veulent utiliser des pronoms et ou accords autres que il et elle. Donc, comme tantôt on a entendu Myriam représentant utiliser « il ». Donc, par exemple, moi, j'utilise le pronom « il ». À date, c'est assez difficile de convaincre les gens d'utiliser ce pronom-là. Donc, je prends mon mal en patience, mais ça peut être gossant de voir tout le temps comme un F ou de voir tout le temps un M sur des documents quand tu ne t'identifies pas à ça, puis tu as des personnes qui ont beaucoup plus de difficultés à se reconnaître dans les options offertes. Comme moi, si les gens utilisent « elle », c'est comme correct, là. Mais tu as d'autres personnes pour qui ça peut vraiment être traumatisant de se faire constamment mégenrer. Donc, ça devient particulièrement important de reconnaître l'obligation légale de respecter justement les noms et accords. Puis il y a aussi une question
procédurale là-dedans, qui est particulièrement importante pour les personnes non-binaires. Dépendamment de l'environnement, ça peut être difficile d'avoir le respect des pronoms et accords neutres. Donc, ça devient important de parler avec les personnes trans et les personnes non-binaires pour voir c'est quoi les attentes par rapport à ça. C'est sûr, dans le système de la santé, on parle quand même de gens qui sont, quand on parle de docteurs, quand on parle de gens comme infirmiers, infirmières, on parle quand même de personnes qui sont assez éduquées, et surtout en plus dans les dossiers, c'est à l'écrit, donc c'est pas nécessairement particulièrement difficile, mais dans un autre domaine auquel je m'intéresse, c'est notamment les réseaux de l'éducation, puis c'est à l'éducation, le respect des accords neutres quand tu as des kids, c'est un peu plus tough, fait qu'il faut aussi voir comment on fait la promotion du respect en pratique, puis ça, c'est vraiment une conversation à avoir avec les personnes trans. Donc, tu as aussi la question dossier documents. Il ne faut pas commencer à dire à tout le monde qu'une personne est trans. Ils ont le droit à la vie privée, puis le droit à la vie privée, ça veut aussi dire, donc il y a deux composantes en droit, il y a deux composantes de droit à la vie privée, le droit à l'anonymat et le droit à la solitude. Je donne un petit cours de droit 101. Puis le droit à l'anonymat, hey, va pas dire des affaires sur moi à d'autres personnes, c'est ma vie privée. Puis le droit à la solitude, c'est sac-moi patience. Donc, le droit à l'anonymat, c'est, tu vois ça aussi, confidentialité. Il ne faut pas commencer à dire à tout le monde que la personne est trans. Il faut vraiment garder ça, garder la communication de cette information là, au strict minimum, donc le dire seulement aux personnes que c'est nécessaire. Donc, ça peut être nécessaire notamment quand tu es en train de faire les changements sur les dossiers. Si tu as une personne dans l'administration qui dit à une autre personne dans l'administration de changer le dossier, évidemment qu'il faut que ça se fasse, mais là, il ne va pas commencer à faire en parler autour de water cooler. Ça serait vraiment un rituel. Puis c'est un problème qui arrive souvent parce que c'est comme le fait d'être trans, c'est vraiment traité comme si c'était de l'information publique. Puis c'est un gros problème. Et ça, c'est contraire aux obligations légales. Tu as aussi tout ce qui est question indiscrète et la curiosité, puis c'est ça qu'on a le droit à la solitude ou le sac-moi patience. On a beaucoup de questions indiscrètes. Encore pire dans les réseaux de la santé parce que, je sais pas, le fait que c'est des gens qui ont un rapport thérapeutique à nous fait que pensent avoir le droit de nous demander des questions sur nos parties génitales ou whatever. Simplement, pour arranger ce problème-là, c'est non. Pose pas de questions. Si c'est pas des questions qui rentrent dans le cadre des services offerts, donc si la personne n'est pas en train de venir te dire « je veux une lettre pour une chirurgie » ou whatever, tu poses pas la question. C'est relativement simple. Gabriel, pas Bouchard, Gabriel, conférencier précédent, en a parlé un peu avec les toilettes. C'est aussi quelque chose auquel il faut penser. Les personnes trans ont le droit d'utiliser les toilettes qui correspondent à leur identité de genre. C'est un droit qui a été reconnu depuis 1999. Fait que ça fait quand même un méchant bout. Mais, bizarrement, c'est encore difficile. Ça fait 20 ans, mais les gens ne s'habituent pas. Le problème est particulièrement difficile quand tu as des personnes non-binaires, parce que, mettons, moi, je fais comme « Ah, je vais aller dans la toilette qui correspond à mon identité de genre. Je suis non-binaire. » C'est comme « Mais on n'a pas de toilette non-binaire. » Ça ne me tente pas nécessairement d'aller dans la toilette à une personne qui a tout le temps une file d'attente. Fait que dans mon cas, je vais pisser dans la toilette des femmes ou dans la toilette des hommes, en fait. Là, je pars
dans le fond, je flippe un coin, puis je check qu'est-ce qui... Ou sinon, je me demande qu'est-ce qui rendrait les gens inconfortables, puis je prends celui-là. Mais pour les autres personnes qui sont un peu moins chiantes que moi, c'est important de penser à cette question-là de qu'est-ce qu'on fait pour les personnes non-binaires, parce qu'il ne faut pas les exclure de nos services. Donc, il faudrait les laisser choisir les toilettes que ces personnes veulent utiliser. Mais c'est aussi ouvrir la conversation pour comme aller mettons, 2 pas de plus et penser à justement dégenrer les toilettes. Une question qu'on a souvent par rapport à ça, c'est « Ah, mais là, les gens vont être inconfortables dans la vie privée, puis tout ça. » C'est vrai que c'est comme chiant d'avoir des gens qui sont en train de te checker dans les toilettes, mais c'est comme, ils n'ont déjà pas le droit de faire ça. Avoir une politique qui inclut les personnes trans ne va pas nécessairement changer grand-chose à ça. Les personnes trans sont comme les dernières personnes qui veulent aller commencer à harceler du monde dans les toilettes. Habituellement, c'est plus nous qui reçoivent le harcèlement. Mais une belle solution à ça, c'est aussi de juste revoir notre planning des édifices, puis avoir, tu sais, les belles toilettes comme, tu sais, les gens utilisent pas mal ça en Europe, c'est comme, ça va du plafond jusqu'au sol, il n'y a pas de craque, personne qui te regarde chier, c'est comme magnifique. Tu sais, des fois, on remarque que les enjeux trans, c'est des enjeux de société. Donc, je vois que j'ai comme fini. Fait que je vais vous laisser sur cette belle note fécale.